bonjour. 30 ans après Tchernobyl, comment ça va autour de la centrale? Eh bien, plutôt pas mal, semblait dire cette semaine un documentaire d'Arte qui s'intéressait à la zone grise, c'est-à-dire la zone qui n'est pas immédiatement autour de la centrale accidentée, mais celle qui est juste après, et cette zone qui est encore habitée autour donc de cette centrale de Tchernobyl par 7 millions d'habitants répartis entre l'Ukraine, la Biélorussie et la Norvège. Ce même documentaire s'intéressait à la même zone grise autour de la centrale de Fukushima au Japon. Alors, ce documentaire a-t-il brisé un tabou en montrant comment finalement on peut vivre à peu près normalement avec une irradiation mesurée, ou brosse-t-il une peinture trop optimiste des conséquences sur la santé d'un accident nucléaire? Ce sera le débat de cette semaine avec nos deux invités, Justine. Olivier Julien, vous êtes le réalisateur de ce documentaire, Tchernobyl, Fukushima, Vivre avec, qui a donc été diffusé ce mardi 26 avril sur Arte. C'est un documentaire de 90 minutes. Frédéric Lemarchand, vous êtes sociologue, vous co-dirigez le pôle risque de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen. Vous avez co-dirigé en 2006 un livre qui s'appelait Les silences de Tchernobyl, l'avenir contaminé, qui était un livre aussi sur la vie dans ces zones grises. Et il y a quelques jours, vous avez signé une tribune intitulée Tchernobyl, Fukushima, Vivre avec, un film révisionniste, point d'interrogation, dans laquelle vous estimez, je cite, que le documentaire soulève de nombreuses questions, tant du point de vue de la forme que sur le fond. Vous nous expliquerez donc quelles questions il pose. Mais auparavant, comme chaque semaine, on va essayer de présenter ce documentaire au moyen d'un premier extrait. Oui, donc dans votre documentaire, on découvre donc quand même certains des habitants de ces zones grises, mais on découvre aussi et surtout comment une partie de la vie de ces habitants a changé avec l'arrivée d'une équipe de chercheurs, les chercheurs du projet Ethos, et en particulier les habitants qui ont vu leur vie changer, habitaient un village agricole biélorusse qui s'appelle Olmamy et qui se trouve à 250 km de la centrale de Tchernobyl. Olmany, pardon. On regarde un extrait. 10 ans après la catastrophe, une équipe française est venue à Olmany pour tenter d'apporter une aide aux habitants dans le cadre du programme européen Ethos. Elle comprenait des experts en radioprotection, un agronome, mais aussi un philosophe et un sociologue. Et ce qui les a frappés, c'est la profonde détresse des habitants et à quel point elle était liée à l'incompréhension totale de leur situation. En fait, les Olmaniens n'avaient aucune idée de la situation radiologique. On ne venait plus chercher le lait, donc pour eux c'était un signe comme quoi la situation était grave sur le plan radiologique. On ne venait plus collecter le lait. Donc il y avait un sentiment d'abandon. Ils avaient le sentiment d'être abandonnés, d'être laissés à eux-mêmes. Et ils avaient globalement perdu le contrôle de la situation. Et la question qui revenait toujours, c'est peut-on rester ici? Peut-on vivre ici? En organisant différents ateliers avec les habitants, l'équipe d'Ethos va tenter de leur donner les moyens de comprendre la contamination qui les entoure, afin de pouvoir répondre eux-mêmes à cette question. Lorsque les Français sont arrivés, une nouvelle vie a commencé dans le village. On a commencé à travailler, à étudier, on a commencé, comme on dit, à bouger. Donc on a vu ce monsieur Jacques Lochard, ce professeur Jacques Lochard, donc membre de la mission Ethos. Alors Ethos, c'est quoi exactement ? Donc on en a un petit peu parlé, c'est un projet qui a débuté en 1996, qui s'est terminé en 2001, qui a ensuite été élargi sous le nom de CORE. C'est un projet qui a notamment été financé par la Commission européenne et mis en œuvre par un centre qui s'appelle le CEPN, le Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire, qui est dirigé donc par Jacques Lochard. Qui est le CEPN? Et bien en fait, quand même, il est constitué en bonne partie de représentants de l'industrie du nucléaire. Il a été fondé en 1976 par le Commissariat à l'énergie atomique et EDF. Et aujourd'hui, ces 4 membres sont un organisme public, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, mais également 3 exploitants nucléaires, EDF, Areva et le Commissariat à l'énergie atomique. C'est pas un peu gênant de ne pas le dire, ça, quand vous donnez la parole à Jacques Lochard, de ne pas dire que finalement sa mission est une émanation de l'industrie nucléaire française? Je veux dire, c'est un représentant de l'industrie nucléaire qui vient se livrer à ce travail dans les territoires contaminés. Ça, je dirais que c'est tout un grand domaine, celui de qui est financé par quoi et qui produit quoi, dans lequel on pourra essayer de rentrer, mais j'avoue que j'ai très peu d'informations, de détails là-dessus. Moi, j'ai rencontré une personne
Ouais. Jacques Lochard était une personne... Je suis désolé, j'ai pas rencontré l'EDF... Mais vous saviez. Vous saviez que qu'il était CEPN, oui, qu'il était vice-président de la CIPR aussi, oui. Et qui est derrière le CEPN, vous le saviez aussi. Non. Ah bon? Qui est derrière le CEPN? Non, je ne peux pas vous dire, je sais qui est derrière le CEPN. C'est la fiche Wikipédia du CEPN, et ça c'est le site internet du CEPN. Quand on clique sur la présentation, voilà, les membres, c'est EDF, le commissariat à l'énergie atomique. Enfin, je veux dire, je ne me suis pas posé la question sous cet angle-là. Donc oui. Et là, en l'apprenant, je devrais être choqué? Je ne sais pas, je vous demande. En l'apprenant, vous dites pas, tiens, il y a peut-être une petite info que je n'ai pas donnée aux spectateurs du film.